vaincre cette tête du Jannou, soutenue à 7700 mètres par de gigantesques piliers de glace, 2 expéditions ont été nécessaires. La première, en 1959, échoua à 300 mètres du sommet. Le 27 avril dernier, Lionel Terray, prenant le flambeau abandonné par Jean Franco, réussit enfin à escalader la montagne la plus difficile de l'Himalaya. Tandis que les grimpeurs, après leur exploit, arrivent au camp 5, le cinéaste René Vernardet, à 6900 mètres, recueille ce témoignage. Ça y est, ça y est. C'est bien. Oh, c'est dur, mais enfin, tous au sommet. Hein, ah bien. Alors, ça a bien marché. Bien marché, tu sais, mais c'est un morceau. Hein. Il a fallu 3 équipes au-dessus du camp 6 pour équiper la dernière arête. Ouh là là. Et puis on y est allé ensuite en 2 jours de fil, tout le monde en haut, tout le monde au sommet. Plus Wandy et Jalcé de Michou. Et vous étiez quand au sommet? Ah ben nous y étions ce matin. Ce sont eux qui étaient les premiers hier, là. Copain. Et voilà, c'est fait. T'es arrivé premier en haut, mais tu sais, c'est grâce à un travail d'équipe. Hein. En tout cas, moi, ma plus grande satisfaction, c'est vraiment que toute l'équipe ait pu monter au sommet. Et puis aussi Gyaltsen et Wandy. Gyaltsen et Wandy, ce sont 2 des 30 Sherpas qui, du camp de base installé au pied du pic du président, assurèrent le transport du matériel jusqu'au camp 6, d'où fut donné l'assaut final. Ici, à 4800 mètres, soit à l'altitude du Mont Blanc, 15 tonnes de matériel ont été rassemblées. 15 tonnes qu'il va falloir acheminer dans les 30 km qui séparent le camp de base du sommet. Et là, il faut bien insister. Il faut bien comprendre qu'une expédition himalayenne, ce n'est pas un simple exploit sportif. Les grimpeurs ne partent pas du camp de base à l'assaut du sommet avec leurs vivres et leur matériel dans leur sac. Il leur faut ouvrir progressivement la voie et installer des camps intermédiaires où le matériel est successivement porté. Chaque camp est bien sûr équipé et constitue en quelque sorte un relais d'où le matériel est porté chaque fois un peu plus haut et où les hommes peuvent aussi redescendre pour récupérer un peu. Ce qui fait que jusqu'à l'installation du dernier camp, l'ascension est faite d'une succession d'allées et venues de grimpeurs et de Sherpas. Les Sherpas ne pouvant progresser que grâce au travail des grimpeurs qui équipent les passages les plus difficiles avec des cordes fixes par exemple, les grimpeurs, eux, ne pouvant subsister que grâce aux vivres et grâce au matériel que transportent les Sherpas. Et c'est précisément aux Sherpas que va revenir l'honneur de signer le premier exploit de cette fantastique conquête du Jannou en transportant à 5800 mètres d'altitude 2 troncs d'arbres. Après l'installation du camp 2, la progression est subitement arrêtée. L'obstacle, jugez vous-même, est de taille. Ici, pour passer, il aurait fallu un pont. Et l'exploit des Sherpas est précisément qu'après 5 jours d'un gigantesque travail, il y eut effectivement un pont. Les Sherpas, ce sont d'anciens guerriers. De plus, ils sont bouddhistes. Autant dire que pour eux, vivre, c'est souffrir. Et cette souffrance ne résulte pas seulement du transport de 2 troncs d'arbres longs de 5 mètres qu'il faut hisser de 3500 à 5800 mètres. Cette souffrance résulte aussi de l'installation du pont. Sur ce pont, 8 tonnes de matériel vont passer. Et l'on se rend mieux compte de l'exploit réalisé par les Sherpas lorsqu'on découvre le rythme de progression des grimpeurs. À 6000 mètres d'altitude, l'oxygène devient 4 fois plus rare qu'au niveau de la mer. La moindre progression coûte à celui qui l'entreprend. Pensez qu'il faut 1 heure pour se chausser. Il est vrai que se chausser à 6000 mètres d'altitude, cela veut dire enfiler successivement les chaussettes, les chaussures de feutre, les chaussures de cuir, les surbottes et les crampons. Les crampons qui sont indispensables pour parvenir sur cette glace au camp 4. C'est d'ailleurs entre ces camps 3 et 4 qu'apparaît le véritable caractère du Jannou. Il ne s'agit plus là d'une simple progression à haute altitude comme lors de la conquête de l'Everest et du K2. Au point de vue technique, l'escalade est ici tout à fait comparable aux plus grandes escalades de glace des Alpes, à cette différence près que les grimpeurs opèrent ici entre 2000 et 3000 mètres plus haut, et avec de plus une glace travaillée par le vent.
Ces difficultés vaincues, il reste à installer les camps 5 et 6, respectivement à 6900 et 7200 mètres. Là, deux catégories d'obstacles doivent être surmontées. D'abord, une arête invraisemblable, où la neige ne se maintient que par l'enchevêtrement des innombrables cristaux qui la forment. Du propre aveu de Lionel Terray, à chaque pas, un sifflement léger prévient que la neige n'adhère pas parfaitement à la pente. Les alpinistes savent trop ce que ce bruit signale de danger. Autre difficulté, l'ascension de ces pentes unies avec un dénivelé de 4 à 500 mètres. Pour avoir vaincu cette difficulté en 1959, Jean Franco devait nous confier que du point de vue technique, ces pentes sont en tout point comparables à la face nord de l'Aiguille Verte, mais nous sommes là à 7000 mètres. Difficulté supplémentaire à partir du camp 6, le port de l'inhalateur à oxygène et de plus l'inconnu. En effet, lors de la précédente expédition, seuls Guido Magnon et Robert Parago s'étaient aventurés pour finalement s'avouer vaincus au pied de ce dernier bastion rocheux. C'était en 1959. 3 ans plus tard, 3 assauts successifs ont été nécessaires pour venir à bout de ces dalles superposées. Étouffant sous leur masque, alourdis par les 10 kilos des bouteilles d'oxygène, les grimpeurs français réalisent là l'un des plus hauts faits de l'alpinisme moderne. Juste un mois après avoir équipé le premier camp, c'est l'attaque. Après le dernier bastion rocheux, une dernière arête est franchie. Le vent souffle en rafale, la température est inférieure à moins 30 degrés. Quatre cordées suivront le lendemain cette cordée d'assaut, mais pour l'heure, l'inquiétude règne au camp 6. De plus en plus, la progression ralentit. À plus de 7000 mètres, la circulation du sang se fait mal, surtout aux extrémités des membres. Les risques de gelure sont grands. Tout cela, Lionel Terray le sait parfaitement, lui qui fut de l'expédition de l'Annapurna. Progressivement, l'arête terminale s'effile davantage, au point qu'il est bientôt plus possible de se tenir debout, et c'est à Califourchon que se termine cette formidable conquête. Jusque dans ses derniers mètres, le Jannou a donc accumulé toutes les difficultés. Au total, 5 cordées se sont succédées sur cette arête. Les vainqueurs du Jannou trouvant au sommet un espace si étroit qu'il est impossible à 2 hommes de s'y tenir debout. Après un mois d'efforts, les drapeaux français et népalais brandis au sommet symbolisent avant tout une victoire d'équipe. Tant il est vrai, selon l'expression de Lionel Terray, que dans l'Himalaya, chaque cordée se hisse sur les épaules de la cordée précédente afin de grimper un peu plus haut. Chacun va ainsi à la limite de ses possibilités. Il n'est pour s'en convaincre que de suivre la descente de ces deux-là. Après avoir atteint le sommet, ils redescendent à la limite de l'épuisement. Et pourquoi? Parce que, comme l'aurait dit l'anglais Mallory, quelque part dans l'Himalaya, le mont Jannou était là.